Bonjour à tous. Donc le micro marche, je confirme. Je voudrais tout d'abord remercier Caroline Deveau pour l'invitation. Mais avant de commencer, je voudrais faire deux précautions d'usage. La première, c'est qu'en fait, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions. Je ne fais pas de droit maritime. En revanche, effectivement, je travaille sur les océans, mais d'un point de vue droit international et droit international de la diversité. Donc, c'est assez impressionnant pour moi de parler aujourd'hui devant tous ces spécialistes de la question. La seconde précaution d'usage, c'est que en travaillant cette présentation, je me suis rendu compte qu'une ancienne étudiante du master local, du master de droit des activités maritimes et océaniques, Romy Garnier, a écrit deux très beaux papiers en fait sur le rôle de l'Organisation maritime internationale cette dernière année, et je ne peux que vous conseiller d'aller les lire. Alors, une fois que j'ai dit ça, je, je me suis vite demandé ce que j'allais pouvoir vous raconter qui n'a pas déjà été dit et qui n'a pas déjà été écrit. Et finalement, je me suis raccrochée à mon rôle, ou en tout cas ma compétence d'internationaliste, et je me suis dit que j'allais retracer un peu le travail de l'Organisation maritime internationale au cours des années, en montrant notamment les tensions qu'il y a eu entre les États et les points qu'il y a encore de blocage en fait entre les différents États. Et pour entrer de cette manière-là dans le sujet, j'ai décidé de ne pas y rentrer de manière chronologique, ce qui serait peut-être la solution de facilité, mais d'y rentrer en parlant d'abord du niveau d'ambition. Comment a été négocié le niveau d'ambition en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant du transport maritime? Et ensuite, une fois ces niveaux d'ambition en fait fixés au niveau de l'Organisation maritime internationale, quelles ont été les mesures qui ont été adoptées ou qui sont en cours d'adoption au sein de l'organisation. Donc, au sein de l'Organisation maritime internationale, il y a eu trois grands temps sur lesquels on va revenir. Je vous ai dit que je ne faisais pas une approche chronologique, mais je vous montre quand même ces trois grands temps. Il y a eu un premier temps en 2011 avec l'adoption de mesures techniques. Puis en 2018, l'Organisation maritime internationale a adopté sa stratégie initiale de réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant du transport maritime. Et très récemment, en 2023, sa stratégie révisée. Ça, c'est les grands jalons. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, à l'origine, l'Organisation maritime internationale, elle n'a pas du tout vocation à s'occuper des questions environnementales. Elle n'a pas été construite pour ça. C'est au fur et à mesure des différentes catastrophes écologiques qu'elle s'est emparée de la question, jusqu'en 97, en fait, a ajouté, donc elle a d'abord adopté sa grande convention de Marpol qu'on connaît tous, et en 97, elle a commencé à s'occuper des questions de pollution atmosphérique, avec l'ajout d'une annexe 6 à la convention de Marpol. Cette annexe 6, en fait, elle vient en reflet de l'actualité du droit international de l'environnement et notamment de l'adoption du protocole de Montréal à l'époque sur la lutte contre les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Alors, le premier point, donc, le renforcement progressif du niveau d'ambition de l'OMI. La première étape, et c'est l'étape de l'approche minimale, ça s'est fait entre 97 et 2011. Alors, entre 97 et 2011, en fait, il ne se passe pas énormément de choses à l'Organisation maritime internationale sur la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout simplement parce qu'on manque de données. Et en fait, le comité technique et scientifique de la Convention sur les changements climatiques avait déjà relevé ce point, avait dit qu'il est très difficile en fait, d'évaluer les émissions nationales et les émissions internationales de gaz à effet de serre qui proviennent du transport maritime. Et en fait, de 2007 à 2011, l'Organisation maritime internationale va surtout commander des expertises pour pouvoir recueillir de la donnée et ensuite avancer éventuellement sur des mesures. Alors, on a deux expertises qui sont produites et à partir de ce moment-là, l'organisation maritime veut lancer des négociations avec les États pour avancer sur le fond du sujet. Mais dès 2008, en fait, on va avoir une question qui va être posée par le Royaume-Uni, qui est une question sur quelle forme doivent prendre ces négociations. Surtout, en fait, quelle forme devra prendre l'instrument juridique dans lequel on traitera de la question des réductions des émissions de gaz à effet de serre.
Et là, en fait, il y avait trois options assez claires, ou adopter un nouvel instrument juridique autonome de ce qui existe, ou en fait amender l'annexe 6 à la convention Marpol. Et dernière option, mettre une nouvelle annexe, une annexe 7, à la convention Marpol. Alors, cette question enfin, cette question du type d'instrument pour faire le droit, elle a bloqué beaucoup de négociations internationales en droit international de l'environnement. C'est ce qui a bloqué pendant très très longtemps les négociations climatiques avant d'arriver à l'accord de Paris. En fait, on discute de la forme avant de discuter du fond. Et là, l'enjeu, il était très simple, c'était un enjeu par rapport au marché carbone. En fait, ce qui justifiait l'adoption d'un nouvel instrument juridique, c'est si on partait sur l'idée d'un marché carbone à l'échelle internationale. Sinon, pour toutes les mesures techniques, des simples amendements en fait, à l'annexe 6 de Marpol étaient entièrement suffisants. Donc il y a un bras de fer qui s'est joué à partir de ce moment-là entre, en fait, assez schématiquement, les États du Nord et les États du Sud pour savoir si on allait vers un marché carbone. Les États du Sud soutenant que si on allait sur un marché carbone, il fallait appliquer le principe des responsabilités communes mais différenciées. Et les États du Nord soutenant que non, le principe au sein de l'OMI était le principe de non-discrimination et qu'il ne fallait pas appliquer le principe des responsabilités communes mais différenciées. Alors l'argument des pays du Sud pour ce principe-là était de dire mais la compétence de l'OMI, elle découle en fait de l'article 2 du protocole de Kyoto, donc vous êtes dans l'obligation d'appliquer le principe des responsabilités communes mais différenciées. Et en 2008, la sous-division juridique de l'OMI, en fait, on lui demande de rendre un avis sur cette question. Et elle va être assez claire, puisqu'elle va dire que le principe qui s'applique au sein de l'OMI, c'est le principe de non-discrimination et qu'il faut écarter le principe des responsabilités communes mais différenciées. Mais vous verrez qu'il est revenu par la fenêtre, finalement, ce principe. Alors, à ce moment-là, on décide donc qu'on va procéder par amendement et qu'on procédera pas par amendement de l'annexe 6 et qu'on n'adoptera pas de nouvel accord, puisqu'on écarte l'idée, en fait, d'un marché carbone, avec donc la question politique qui se pose plus et on n'est plus que sur des questions techniques, donc on peut aller beaucoup plus vite. Et alors, la position de l'organisation en 2011, c'est d'adopter une première série de mesures internationales obligatoires, mais qui sont des mesures très très techniques qui visent en fait à améliorer le rendement énergétique des navires. Et là, on va avoir deux types de mesures techniques, l'indice d'efficacité énergétique lors de la construction de nouveaux navires et d'autres dispositions qui sont relatives en fait à un plan de gestion de l'efficacité énergétique des navires. Alors, tout ça va se faire par amendement à l'annexe 6, auquel on ajoute un chapitre 4 intitulé Règles relatives à l'efficacité énergétique des navires. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque amendement à une annexe de la Convention, il faut que chaque État signe et ratifie l'amendement. Donc chaque État ne sera lié par ces amendements que s'il les a signés et ratifiés. Donc on a un régime qui se fait finalement un peu de plus en plus à la carte et de plus en plus fragmenté. Alors les premières dispositions relatives à l'indice d'efficacité énergétique, elles exigent en fait un rendement énergétique minimal par capacité de mi-marin et pour différents types et tailles de navires. On a eu une phase de transition de 2 ans et depuis le 1er janvier 2013, donc la conception de navires neufs doit respecter le niveau de référence qui dépend du type de navire. Alors, ce mécanisme, c'est un mécanisme qui est considéré comme non normatif et qui laisse en fait une neutralité technologique, c'est-à-dire que le secteur a le choix des techniques à appliquer pourvu qu'on ait un niveau de rendement énergétique requis qui soit obtenu. En 2014, on a eu d'autres amendements sur cet indice d'efficacité parce qu'au départ, il s'adressait uniquement aux segments les plus importants et les plus énergivores en fait, de la flotte mondiale. Et on a étendu petit à petit, donc notamment en 2014, le champ d'application de cet indice. Et actuellement, on estime qu'on couvre à peu près 85% des émissions de CO2. Les types de navires en fait, qui sont responsables de 85% des émissions de CO2. En ce qui concerne le plan de gestion du rendement énergétique, c'est lui un mécanisme opérationnel qui vise en fait à accroître le rendement énergétique d'un navire de manière rentable. Donc là, pareil, il y a une assez grande liberté qui est laissée aux propriétaires et à l'exploitant pour envisager les différentes étapes du plan.
Alors, jusqu'à aujourd'hui, l'Organisation maritime internationale, elle s'appuie toujours sur ces deux outils. Elle continue de les renforcer, notamment parce que ce qui était prévu dans les règles relatives au rendement énergétique, c'était que l'OMI devait examiner l'état des innovations technologiques de manière périodique pour pouvoir adapter en fonction ces différentes mesures techniques. Et ces mesures techniques, on le verra plus tard, elles ont été absorbées dans le plan plus global, dans la stratégie plus large en fait actuelle de l'OMI sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors ça, c'est la première approche, donc le premier niveau d'ambition. En fait, pas de niveau chiffré comme on aurait pu l'attendre en 2011. On n'a pas d'objectif chiffré, on a uniquement cette approche très technique faite par l'Organisation maritime internationale. Sauf que dans la continuité, on va avoir au niveau international l'adoption de l'accord de Paris, qui fixe un objectif, lui, chiffré. Et dès la première, en fait, et en même temps les périodes Covid qui vont reporter toutes les sessions de l'OMI, mais dès la première réunion du comité de protection de l'environnement au sein de l'OMI suite à l'accord de Paris, va en fait se poser la question de l'objectif chiffré, et notamment l'International Chamber of Shipping, qui propose que l'organisation mette au point une contribution prévue déterminée par l'OMI sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, complètement en miroir des contributions nationales déterminées qu'on demandait aux États dans l'accord de Paris. Alors, cette proposition, c'est une proposition qui a été largement soutenue par la France, ce qui paraît logique puisque la France portait l'accord de Paris. Mais on a eu tout de suite des réserves de la Chine, de l'Inde et du Brésil, notamment des BRICS, mais qui ont été suivies très vite par les pays d'Amérique du Sud, et puis par l'Angola et l'Arabie saoudite. Par ailleurs, on a d'autres États, et là, on commence à voir les grandes coalitions d'États au sein de l'ONU sur cette question. On a d'autres États comme le Vanuatu, les Bahamas et les îles Cook, qui, eux, vont tout de suite se faire remarquer qu'en fait, le transport maritime est très important pour le commerce mondial et qu'on ne peut pas prendre une nouvelle mesure comme ça sans avoir fait en amont des études d'impact, notamment environnementaux et sociaux. Dans le même temps, à ce moment-là, on a un scandale qui se fait un peu en marge de cette réunion. Donc, on est juste après l'accord de Paris. Au sein de l'OMI, on a des ONG qui sont accréditées en fait pour participer aux négociations. Et on a une ONG qui s'appelle Sea at Risk, qui est affiliée à une ONG accréditée, qui va publier un article pendant la session de l'OMI, alors que c'est des sessions normalement confidentielles, un article où elle accuse l'OMI d'être incapable de traduire, je lis, les engagements des accords de la COP de 21, que le sort de la planète est toujours pris en otage par une poignée de pays en développement rapide, avec le soutien totalement incompréhensible des îles Cook. Donc là, on a vraiment bon, une grosse tension qui se fait au sein de l'Organisation maritime internationale, et en même temps, ben, comment dire, ça accélère un peu les négociations parce qu'on se rend compte que l'Organisation maritime internationale agit sous le regard du monde entier. Ce qui conduit en fait en 2018 à adopter la stratégie initiale de l'Organisation maritime internationale qui concerne les gaz à effet de serre. Alors, cette stratégie, elle est assez novatrice parce que c'est la première fois qu'on a des objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant du transport maritime dans un texte de l'OMI. Et ces niveaux d'ambition, alors d'abord, ce qu'on peut dire sur ces objectifs chiffrés, c'est que c'est aussi à ce moment-là un grand mouvement au niveau international, dans le droit international de l'environnement, de fonctionner par objectifs chiffrés. Donc on est après les ODD, l'adoption des objectifs de développement durable, où on commence à trouver ses premières cibles avec des objectifs chiffrés. On a l'accord de Paris et finalement, aujourd'hui, on agit énormément comme ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'objectif 30-30, 30% d'air marine protégé, 30% d'air terrestre. Donc, où on agit vraiment par ces objectifs chiffrés en faisant croire, et c'est peut-être des fois le cas, qui sont basés sur des études, notamment scientifiques, économiques, et qui sont le reflet de ça, alors qu'ils sont le reflet surtout d'un consensus étatique assez fort et d'une position plutôt politique. Alors, la stratégie, elle fixe donc deux objectifs. Le premier, c'est de réduire les émissions de CO2 par activité de transport, et j'y reviendrai, d'au moins 40% d'ici 2030, en poursuivant les efforts en vue d'atteindre une réduction de 70% d'ici 2050 par rapport à 2008. Et le second objectif, c'est de réduire le volume total des émissions de gaz à effet de serre annuel d'au moins 50% en 2050 par rapport à 2008.
Alors, l'adoption de ces stratégies initiales, on pourrait longuement parler de ces objectifs. D'abord, je vais faire quelques remarques. On n'a pas d'échéance qui est fixée, par exemple, sur les émissions de CO2, sur le niveau maximal, sur le pic, en fait, hein, à atteindre d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on n'a pas d'échéance. On nous dit qu'il va falloir arriver le plus rapidement au pic pour pouvoir descendre, mais pas d'échéance. La réduction d'au moins 50% d'ici 2050 par rapport au niveau de 2008 a été très largement critiquée. On a dit que c'était que la moitié de ce qu'on attendait dans les accords de Paris et que donc on avait une stratégie très peu ambitieuse. Enfin, ont été critiquées aussi l'émission de CO2 par tonne au kilomètre. Donc, cette, ce pourcentage qui est fixé par activité de transport, ça aussi, ça a été critiqué. Et finalement, la stratégie, elle a été vue comme très très peu ambitieuse sur la scène internationale, mais il y avait le petit espoir qu'elle devait être révisée en 2023 et qu'au moment de la révision, on aurait des objectifs beaucoup plus ambitieux. Alors, en 2022, on commence à avoir les premières discussions pour commencer à réviser la stratégie. Et là, à ce moment-là, on a déjà des positions très différentes qui s'expriment parce que l'Organisation maritime internationale est décriée. Il y a une crise de légitimité, notamment parce qu'on a aussi l'Union européenne qui, pendant ce temps, avance, elle, sur la question. Euh, et les îles Marshall vont proposer en 2022 l'adoption euh, d'une résolution dans laquelle l'Organisation maritime internationale s'engagerait à ramener à zéro les émissions produites d'ici à 2050. Elle a dit dès à présent, avant même la révision de la stratégie, nous devons adopter cette résolution pour envoyer un signal fort. Alors, ça ne va pas être soutenu par beaucoup d'États, notamment l'International Chamber of Shipping, qui n'est pas un État, mais qui va tout de suite dire, nous, on veut bien soutenir un zéro émission net de CO2, mais pas de l'ensemble des gaz à effet de serre. Donc, on veut bien signer cette résolution si elle se limite au CO2. La résolution, elle va être appuyée par le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande, mais par exemple, l'Union européenne, en tout cas les 27 États de l'Union européenne, vont s'y opposer en disant qu'il ne faut pas faire ça maintenant, qu'il faut se concentrer sur des mesures concrètes et qu'une telle résolution, c'était que de la politique et c'est sous pression qu'on allait faire ça et que ça n'avait aucun sens. Alors finalement, la stratégie révisée de l'OMI, elle est adoptée en 2023 avec, alors on l'a vu comme un grand succès en disant des niveaux beaucoup plus élevés. Je vais vous montrer. Donc l'approche plus ambitieuse, donc, alors on reprend la réduction des émissions de CO2 par activité de transport et le taux de 40% d'ici à 2030. Là, on doit parvenir au point culminant des émissions dès que possible. Donc là, j'ai pas l'impression qu'on ait quand même beaucoup avancé là-dessus. On n'a toujours pas d'échéance, hein. On nous dit dès que possible. Et parvenir à réduire à zéro les émissions nettes de GS avant ou vers 2050, c'est-à-dire aux alentours de cette date. Donc, alors, certes, on retrouve ce zéro émission nette, mais on voit bien le consensus qu'il y a eu là à ce moment-là entre les États pour ne pas mettre quelque chose quand même de trop contraignant. Ces objectifs, ils se sont accompagnés, ils ont été accompagnés en fait de points de contrôle indicatifs, réduire les émissions annuelles totales de GES avec 20% d'ici 2030 par rapport à 2008, mais en s'efforçant de faire 30%. Donc là, on voit à nouveau la petite phrase de compromis, 20%, mais on aimerait bien quand même que ça soit 30%. Parce que l'objectif au départ, c'était 30%, mais que ce n'est pas passé dans les négociations. Et pareil, pour celle d'au moins 70% d'ici à 2040 par rapport à 2008, en s'efforçant de faire passer ce pourcentage à 80%. Donc là, on voit bien que ces objectifs chiffrés, c'est des objectifs très largement négociés. Deuxième aspect, je ne sais pas où j'en suis du temps, mais à mon avis, je suis très longue. Une fois qu'on avait fixé les niveaux d'ambition, donc niveaux d'ambition qui se sont élevés au fur et à mesure du temps, hein, mais qui sont toujours pas en fait aussi ambitieux que ce qu'on pourrait attendre au regard de l'enjeu, de l'urgence. Il y a toutes des mesures qui ont été adoptées. Alors, dès la stratégie initiale de l'OMI, on a un dispositif qui prévoit des mesures en trois temps, des mesures sur trois temps, c'est-à-dire des mesures à court terme 2018-2023, des mesures à moyen terme, ce serait 2023-2030, et à long terme, au-delà de 2030. Alors, on peut faire trois remarques dès à présent sur ces mesures.
La première, c'est que les mesures dont je vous ai parlé tout au départ, qui ont été adoptées en 2011, relatives au rendement énergétique des navires, elles sont incluses dans ces mesures à court terme et elles continuent d'être négociées et en tout cas améliorées dans le cadre de ces mesures à court terme. La deuxième remarque, c'est que le calendrier pour l'adoption des mesures à court terme, il a été très très serré. Très serré parce que la stratégie initiale, elle a adoptée en 2018, que derrière toutes les réunions de l'OMI sont reportées à cause du Covid, et que quand on respecte la convention Marpol, il faut un an et demi, à peu près un an et demi entre les projets d'amendement de l'annexe 6 et leur adoption définitive. Or, l'échéance, c'était le moment de la stratégie révisée, donc pour les mesures à court terme, c'était une entrée en vigueur au 1er janvier 2023. Donc on se retrouve avec un timing très très court, très court et qui se fait néanmoins sous pression du travail qui est fait en parallèle à l'Union européenne, qui, elle, négocie dans le même temps son propre plan pour limiter les émissions de gaz à effet de serre qui proviennent du transport maritime et qui est arrivé finalement en 2023 par la directive 2023-959 à inclure le transport maritime dans son marché carbone. Alors, au niveau des négociations des mesures à court terme, en fait, on va avoir deux logiques qui vont s'opposer. Avec d'un côté, je ne vais pas rentrer dans la logique en détail, mais Danemark, France, Allemagne, plus ou moins, qui soutiennent plutôt des mesures opérationnelles et notamment un objectif de réduction obligatoire par navire. C'était un peu leur idée. Et de l'autre côté, une autre logique Japon-Norvège, notamment, qui privilégie plutôt une voie technique avec des critères d'efficacité énergétique et la mise en place d'un nouvel indice. Ce qui va se passer, étant donné le timing, c'est vu que les États ne sont pas d'accord, ils vont rédiger un document commun qui est fait de beaucoup de compromis et qui va déboucher en fait sur l'adoption de deux mesures principales et uniquement de ces deux mesures-là qui sont le compromis des deux positions. La première mesure, c'est en fait ce fameux indice d'efficacité énergétique des navires existants, qui est calculé pour chaque navire par rapport à un niveau de référence. Et le deuxième c'est un nouvel indicateur, l'indicateur d'intensité carbone, qui en fait est un indicateur de réduction annuelle pour assurer une amélioration continue de l'intensité de carbone du navire. Alors, ce qui se passe, c'est que pour chaque navire, on va calculer le delta entre son indice carbone opérationnel réel et son indice requis par la réglementation. Et ça permet en fait de noter les navires par des lettres entre A et E, un peu comme vous avez sur vos frigos, ou comme on trouve voilà, efficacité énergétique, avec la note A pour un navire en faible intensité carbone et E pour une forte intensité carbone. Là, les débats, ils ont été très serrés sur la question de, en cas de mauvais élève, donc d'un navire qui est E, quelles sanctions adopter. On est arrivé à un consensus assez mou en fait sur cette question. On a décidé qu'un navire qui serait classé D ou E avait 3 ans, enfin, pendant 3 ans, devait présenter un plan pour montrer comment il allait revenir sur un indice acceptable, à savoir A, B ou C. Par ailleurs, ces mesures, elles ont été aussi en deçà de l'ambition qui était affichée, puisque toujours sur cet objectif, les États et notamment la France voulaient que l'objectif soit en fait une diminution de 22% d'ici 2026. Or, on est arrivé uniquement pour cet indice carbone à s'entendre sur une réduction de 11%. Donc vraiment la moitié. Cependant, c'est la première fois à cette époque qu'on adopte en fait des mesures contraignantes pour les navires existants et non plus uniquement pour des navires neufs, puisque jusque-là, toutes les mesures qu'on adoptées, c'était pour des navires neufs et non plus pour des navires existants, ce qui signifie en contrepartie que c'est toute la flotte qu'il va falloir certifier dans des délais très contraints. Alors, l'adoption de ces mesures techniques, elle a fait apparaître un point de tension assez fort entre les pays du Nord et les pays du Sud, puisque dès la stratégie initiale, les pays du Sud étaient parvenus à faire re-rentrer le principe des responsabilités communes mais différenciées dans la stratégie initiale, comme un principe sur lequel il fallait s'appuyer, et avaient demandé une évaluation des incidences en fait, des mesures qui allaient être adoptées sur les différents États. Et à l'époque, au moment où on adopte en fait ces mesures à court terme, dans le même temps,
est rendue l'évaluation des incidences des mesures à court terme sur les États qui étaient proposées. Et alors, dans ce rapport, ce qui est dit, c'est qu'en fait, il y aurait des incidences, que ces incidences seraient plus fortes pour les pays les moins avancés et les pays en voie de développement dans les mesures prises à court terme. Mais en revanche, il n'était pas noté dans le rapport, en tout cas le rapport n'est pas allé jusque-là, à savoir si ce déséquilibre entre d'incidence sur les États du Nord et du Sud, hein, si on schématiquement, si ce déséquilibre était vraiment disproportionné. Or, le côté disproportionné est le critère pour prendre en fait un régime dérogatoire pour ces pays-là. Euh, à ce moment-là, on a donc des États en voie de développement qui vont demander qu'on mette une clause de dérogation dans l'annexe 6 de Marpol, ce qui va être refusé. Qu'on réfléchisse aussi à un plan de rééquilibrage, ça va être refusé. Ce qui conduit en fait à vraiment forcer en fait la fracture entre Nord et Sud à ce moment-là. En même temps qu'on négocie les mesures à court terme, on négocie aussi les mesures à moyen et long terme, celles en fait qui vont ensuite notamment se retrouver dans la stratégie révisée. Et dès le départ en fait des discussions sur les mesures à moyen et long terme, les îles Marshall et Salomon vont proposer de fixer une taxe sur le fuel lourd d'ici 2025 qui serait de 100 dollars par tonne d'équivalent dioxyde de carbone. Le but, c'était de générer des fonds pour permettre un soutien en fait réel aux pays aux voies de développement, en voie de développement et aux pays les moins avancés. Donc, c'est complètement une proposition qui va en reflet euh, de ce qui avait été rendu comme rapport sur les incidences des mesures. Alors, ça va être refusé. La délégation indonésienne va dire que la proposition est prématurée. On a l'Argentine notamment, et l'Argentine se positionne souvent contre les mesures fondées sur le marché, en expliquant que ça aurait des très grandes incidences sur les pays en développement. Et pourtant, dans la stratégie révisée, sur les mesures à adopter, donc à moyen et long terme, on trouve deux types de mesures. Le premier type de mesure, c'est un élément technique, donc une norme sur les combustibles marins en fonction d'objectifs, et un élément économique qui serait fondé sur un mécanisme de tarification des émissions de gaz dans le secteur maritime. En octobre 2024, donc il y a un mois, les États ont semblé un peu sauter le pas vers cette tarification des émissions de gaz, puisqu'ils ont produit leur premier projet de texte juridique qui va conduire à l'adoption de ces mesures à moyen et long terme. Et dans ce texte, ce qu'on trouve, c'est euh, effectivement une norme en fait, une norme sur les combustibles marins, mais aussi l'idée de mettre en place un mécanisme de tarification des émissions de GES. Le problème, c'est que pour l'instant, on a encore 15 États qui sont complètement opposés. Euh, donc, ce qui voudrait dire que si on adopte cet amendement, ces 15 États-là ne ratifieront jamais l'amendement et resteront en dehors de ce système-là. Et je pense que ça ne sera pas que 15 États de toute façon. Et pourquoi? Alors, le point de tension, c'est sur la question de la répartition des recettes qui proviendraient de cette éventuelle taxe et qui fait toujours l'objet de discussion. Et tant qu'on n'aura pas en fait réglé le problème de la répartition des recettes de la taxe, on n'avancera pas sur le reste de la discussion. En deux mots, et je vous laisse ça pendant que je dis mes deux mots, c'est le calendrier de l'OMI jusqu'en 2050, donc vous voyez qu'il va être assez chargé. En deux mots, que fait apparaître en fait ces discussions au sein de l'Organisation maritime internationale? Deux choses qui sont assez caractéristiques du droit international, notamment de l'environnement. C'est tout d'abord cette fracture nord-sud qui revient toujours, notamment sur les questions de commerce. On a vu l'accord sur les subventions à la pêche, enfin, sur la lutte contre les subventions à la pêche qui a été bloqué au sein de l'Organisation mondiale du commerce pour cette raison-là aussi, donc pour ces deux raisons-là, des raisons économiques et pour des raisons euh, de régime dérogatoire demandé par les pays en voie de développement. Donc cette fracture nord-sud, mais aussi plus globalement cette déconnexion. Et là, c'est la spécialiste en droit de la biodiversité marine qui va parler. Cette déconnexion des questions environnementales et notamment du climat et de l'océan, puisqu'en fait on parle émissions de carbone, mais on ne parle jamais d'océan. Pourtant, il me semble qu'on parle de transport maritime. Et donc là, on a une totale déconnexion, tout simplement parce qu'on
imagine l'océan, enfin en tout cas le conçoit dans cette enceinte-là, seulement comme seulement comme une ressource, en fait, comme un endroit d'itinéraire, et pas aussi comme une ressource, parce qu'il peut être une ressource, mais il est aussi autre chose. Et je voulais finir par sur une phrase de Roberto Cassetti, qui a écrit Philosophie de l'océan, où il nous dit que la haute mer relie chaque côte à toutes les autres côtes, démocratiquement, sans faire de distinction. Or, je vous ai parlé de la fracture nord-sud. Merci.